Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. Parmi les grands mystères du monde, il y a les disparus. On peut penser que ce sont des personnes qui ont choisi de disparaître, c'est-à-dire de changer de pays. Après tout, on a aussi le droit. On peut penser que la personne a fait une mauvaise rencontre, mais lorsque la disparition n'a pas d'explication, lorsqu'on n'a pas de mobile, pas de corps, pas de témoin, on reste désemparé. Que penser de ceux qui croient aux enlèvements par des extraterrestres ? Est-ce que ce sont des hurluberlus ? Que penser de ces rumeurs ? Est-on bien sûr d'ailleurs que ce sont des rumeurs ? La NASA n'est-elle pas toujours en alerte ? Le cosmos nous observerait-il ? Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. On a peu de chance de se faire enlever par des extraterrestres, Yves, et c'est pas la peine d'avoir fait de grandes études statistiques pour l'affirmer. On est bien d'accord. Bien évidemment, parce que d'abord, les extraterrestres existent-ils ? Oui. Là, je sens que je déclenche une série de crises d'anévrisme chez nos auditeurs. Oh, quand même. Mais enfin, l'existence des extraterrestres n'est pas prouvée. Par contre, l'hypothèse de l'existence des extraterrestres est extrêmement intéressante. Bon, il y a 40 ans, un prix Nobel de médecine français a déclaré « Les extraterrestres ne peuvent pas exister ». Et quand on lui a demandé « Pourquoi dites-vous ça ?», il a répondu « Mais pour des raisons philosophiques. L'être humain ne peut qu'être seul dans l'univers. » Parce qu'il ne peut pas accepter l'existence de l'autre. Depuis ce brave homme, on peut être un prix Nobel et un brave homme, depuis ce brave homme est mort, et donc on a découvert les exoplanètes, etc. Et donc l'hypothèse extraterrestre est indiscutablement à prendre en considération. Maintenant, on ne peut pas faire comme si elle était vraie. On n'a encore jamais vu un ovni participer au défilé du 14 juillet. C'est vrai. Avec les petits hommes gris ou ce que vous voudrez, conviés à la réception qui suit, là, dans les jardins de l'Élysée. Oui. Bon. Donc, il faut, une fois de plus, raisonner froidement. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a des chercheurs qui s'interrogent sur de possibles disparitions et qui se demandent, et ce sont quelquefois des chercheurs très sérieux, s'il ne pourrait pas s'agir d'enlèvement par des extraterrestres. Bref, si nous ne serions pas un peu comme des cobayes, ou si nous ne jouirions pas pour les extraterrestres le rôle qu'ont joué les animaux pour nos zoos. Alors, il y a des chercheurs sérieux qui travaillent sur ça, il y en a de moins sérieux. À l'autre extrême, il y en a qui pensent, c'est un de mes amis qui est ingénieur chimiste, un spécialiste de l'ufologie, qui pense que les enlèvements par les extraterrestres, ça n'existe pas. Ah oui, d'accord, intéressant. Et tout en étant, lui, persuadé de l'existence des extraterrestres. D'accord, il croit en l'existence, mais pas aux ces disparitions. Pas aux enlèvements, vous voyez. Donc il y a toute une variété d'opinions chez les spécialistes, mais il y a des histoires. Et en particulier, il y a une histoire, celle que nous allons raconter aujourd'hui, qui a longtemps été considérée comme devant être la première affaire d'enlèvement par des extraterrestres. Parce que, apparemment, on ne trouvait pas d'autre explication, à moins qu'on ait bien raconté l'histoire. D'accord. Mais cette histoire, elle a été résumée pendant très longtemps en une seule phrase, qui a beaucoup circulé, qui a été en particulier dans les pays anglo-saxons. Alors qu'il contournait la calèche pour observer les palefreniers attelant les chevaux, le gentleman a disparu. Ah oui, alors là, on est au-delà du pas de mobile, pas de corps, pas d'explication. Oui. Là, donc, vous voyez, une calèche, donc c'est pas tout à fait hier, on verra la date tout à l'heure, mais on a quelqu'un qui contourne cette calèche. Donc, il est sous les yeux des palefreniers qui attellent. Il y a son domestique, puisqu'on nous dit que c'est un gentleman. Il y a plusieurs témoins et il disparaît. D'autres ont dit, c'est l'histoire paranormale la plus courte qui soit. Ah, c'est vrai, c'est vrai. On ne peut pas faire plus court. Ce gentleman, c'était un ambassadeur britannique et ça se passait au début du 19e siècle. Alors, nous allons voir ce matin si vraiment il a disparu. Et ce personnage, en l'occurrence, s'appelle Benjamin Bathurst. Voilà, et ça se passe en 1809. Cet après-midi, avec Yves Lignon, nous allons parler des extraterrestres et de certaines disparitions qui pourraient trouver effectivement explication avec cette idée des extraterrestres. Alors, nous sommes en 1809, vous nous l'avez dit. Je vous corrige, Manu, tout de suite. Oui. Nous n'allons pas vraiment parler des extraterrestres. Non. Ce sera dans d'autres émissions. Oui. Nous allons parler d'une affaire de disparition mystérieuse qui est considérée par certains
comme la première histoire d'enlèvement par des extraterrestres. C'est ça, qui peut trouver une explication. En disant, voilà, il n'y a pas d'autre explication possible que un enlèvement par les extraterrestres. Alors, nous sommes en 1809. Nous sommes le 25 novembre 1809 et il est 9h du soir. Dans une auberge à Perlberg, en Allemagne, disons en mi-chemin entre Berlin et Hambourg. Un gentleman qui a passé la journée, qui est arrivé en fin de matinée, qui est resté toute l'après-midi, va repartir. Oui. Donc, il s'approche de sa calèche, on est en train de mettre des cheveux frais, et là, comme je vous le disais en introduction, devant plusieurs témoins, il s'approche, il semble faire quelques pas, un petit tour par-ci, un petit tour par-là, pour regarder un peu les préparatifs. Il se retourne pour voir si son domestique arrive avec les bagages. Et puis brusquement, de la vie de tous les témoins, il a disparu. L'instant d'avant, il était là. Et l'instant d'après... Il tournait. On le voyait avec ses bottes, sa redingote. Oui. Il avait la main sur la portière. Oui. L'instant d'après, il n'était plus là. Je répète qu'on ne fait pas plus court, on ne fait pas plus bref dans le paranormal. Ce gentleman était un ambassadeur britannique, enfin un diplomate exactement, qui revenait de Vienne, en Autriche. Il avait été envoyé par le roi d'Angleterre pour essayer de négocier avec l'empereur d'Autriche, mais 1809. Les choses n'allaient pas très bien en Europe, ni pour l'empereur d'Autriche, ni secondairement pour le roi d'Angleterre. Napoléon accumulait les victoires. Et donc Benjamin Bathurst, c'est le nom de ce diplomate, reçoit l'ordre de regagner très vite l'Angleterre. Il quitte Vienne, il prend la route le plus vite possible. Il faut qu'il atteigne Hambourg pour s'embarquer. Mais le plus vite possible, ça ne veut pas dire qu'on fait le trajet en une demi-journée comme si on empruntait un TGV. Et donc voilà qu'il arrive à Perlberg. C'est le 25 novembre. Donc à 9h du soir, il va faire nuit. Oui. Il passe la journée. Il s'approche de la calèche. Et là, il disparaît. C'est du moins ce qu'on a raconté pendant des années et des années. Et il est vrai qu'on n'a jamais retrouvé son corps. C'est ce qu'on a raconté. Alors maintenant, nous allons voir justement si ce qu'on raconte est exact. Oui. Et pour commencer, nous allons nous intéresser aux circonstances précises de la disparition. Vous comprenez bien qu'avec une affaire comme celle-là, on ne peut pas dire, tiens, les témoins l'ont vu, les palefreniers, le postier l'a vu, puis ils ne l'ont plus vu. Bien sûr. Et tout... Au revoir, bon, ben, il a disparu. Oui, quoi. c'est tout à fait normal. C'est ça, puis on va vous raconter une autre histoire. Bon. Oui. Donc nous allons nous intéresser très précisément aux circonstances de la disparition, c'est-à-dire à cette fameuse après-midi dans l'auberge. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère. Sur Sud Radio. Nous sommes en 1809, un 25 novembre, nous sommes en Allemagne, et à 21h, un homme va disparaître devant témoins, on ne le retrouvera jamais. Que s'est-il passé, Yves Lignon, donc, dans l'après-midi ? Alors, d'abord, le contexte. Donc, Benjamin Bathurst est envoyé en mission auprès de l'empereur d'Autriche. Mais finalement, sa mission... il ne l'exerce pas. Il repart presque tout de suite parce que l'empereur d'Autriche, ayant perdu plusieurs batailles, notamment la célèbre bataille de Wagram, a signé la paix avec Napoléon. Et donc, par le simple fait qu'il arrive à Vienne, Benjamin Bathurst est en danger. Il est en danger, d'autant plus qu'on ne le sait pas, mais à l'époque, Napoléon disposait d'équipes d'agents secrets, oui, des agents secrets qui étaient performants. D'accord. Et donc, il ne fait que passer par Vienne. Il repart tout de suite. Et ce qui montre bien qu'il se savait en danger, parce qu'après tout, il est un diplomate. Il a déjà ce qu'on appelle aujourd'hui le passeport diplomatique, qui le protège en principe. Mais parce qu'il se sait en danger, parce qu'il se sait donc probablement menacé par des agents secrets, il voyage sous un faux nom, sous le nom de Koch. Et donc, en tout cas, à bride abattue, on arrive à cette fameuse auberge du Cygne Blanc à Perlberg, le 25 novembre 1809 à midi. Et là, il faut se reposer. On ne pourra partir que le soir. Donc, notre diplomate, le cher Benjamin,
passe l'après-midi à l'auberge. C'est une petite auberge, il n'y a pas grande distraction. À l'époque, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas des jeux vidéo Évidemment. dans les salles d'auberge. Et donc, il va, vient, et de toute façon, son inquiétude est visible. Tout le monde la constate. Il tripote ses papiers. On le voit à plusieurs reprises ouvrir un portefeuille, vous savez, cette espèce de cartable, de porte-documents qu'avaient les diplomates, contenant une grosse somme d'argent. Évidemment, c'est l'argent qui devait lui servir à bien pour mener sa mission. Et donc, on le voit comme cela, aller, venir. Bref, il attire l'attention. Oui. Mais alors, Emmanuel, si je peux vous dire cela, vous n'avez pas envie de me demander comment je le sais? Mais tout simplement parce que, malgré ce qui a été raconté, après la disparition, il y a bien eu une enquête. Il y a bien eu une enquête, alors que on nous a raconté, on a écrit dans des dizaines et des dizaines de livres, mais il a disparu et tout le monde était là, bouche bée, etc. Il y a bien eu une enquête. Oui. Et qui plus est, cette enquête a montré que quand Benjamin Bathurst était arrivé à Perlemer, il était allé se présenter au commandant militaire de cette petite ville et pour demander une protection. Tant que je suis là, il faut me protéger, puis même si on pouvait m'escorter au moins sur une partie de ma route ensuite. Donc la situation réelle est tout à fait différente de ce qui a été raconté pendant des années par des dizaines d'auteurs. Là, je crois qu'on peut parler de science-fiction ou de fantastique. Certes, il a bien disparu. Certes, les fêtes, il fait le tour de la calèche, là, il va, il vient, il disparaît. Mais cette disparition n'est peut-être pas aussi mystérieuse que ce qu'on a voulu nous faire croire pendant longtemps. Alors l'enquête, justement, a eu lieu. Et comment est-ce qu'elle s'est déroulée? Qu'est-ce qu'ils en ont conclu? C'est ce qu'on verra dans un instant dans les Clés du Mystère. Cet après-midi, dans les Clés du Mystère, nous parlons de disparition. Disparition d'un homme, un diplomate qui se savait en danger. La disparition a lieu le 25 novembre 1809 en Allemagne, à 21h. L'après-midi, il semblait quand même un petit peu inquiet. Cet homme s'appelle Benjamin Bathurst. Comment s'est déroulée l'enquête? Parce que enquête, il y a eu, bien sûr. Ça a été une des enquêtes les plus banales qui soient. Eh bien, elle a établi beaucoup de choses. Mais d'abord, on peut se demander pourquoi encore tant de gens croient que Benjamin Bathurst a été enlevé par les extraterrestres. Si vous ouvrez des revues anglo-saxonnes consacrées au fantastique, au paranormal, il y en a beaucoup plus qu'en langue anglaise et qu'en français. Et périodiquement, vous avez des articles qui reprennent cette histoire. Il a disparu mystérieusement. Ne serait-ce pas les extraterrestres? Et l'origine de cette histoire, elle est due à un révérend. Ah, c'était dedans. Ah oui, un révérend qui s'appelait Baring Gould, qui a publié en 1889 un livre d'histoire mystérieuse. 1889, c'était 80 ans seulement après la disparition. C'est-à-dire que quand ce révérend, Baring Gould, a enquêté, il a rencontré des membres de la famille, et notamment des petits cousins qui ont dit oui, nous avions un oncle qui était diplomate, qui était jeune, qui avait 25 ans. Il a été envoyé en mission en Autriche, il a disparu, et puis les gens ont raconté ceux qui l'accompagnaient, son domestique, a raconté qu'il avait disparu brutalement. Donc, cette histoire est très très forte. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui croient que oui, paf, les extraterrestres ont pêché un sujet de Sa Majesté. Or, si on se penche vraiment sur les documents, on s'aperçoit que l'enquête a commencé dès le lendemain. Donc la disparition n'a pas tellement impressionné les gens, puisqu'ils l'ont signalé. Si c'était une disparition qui apparaisse vraiment mystérieuse, s'il avait été embarqué dans l'espace-temps, il est probable que les témoins auraient été suffisamment choqués et attendre 2-3 jours, un peu de se remettre de ses émotions, pour aller demander une enquête, pour aller voir l'autorité militaire. Non, elle a commencé dès le lendemain. Et alors, elle a permis de révéler beaucoup de choses. D'abord, dites, Benjamin, il a disparu à 9h du soir, au mois de novembre. Bon, est-ce qu'on y voit très clair à cette heure-là? Oui, non, c'est sûr. Bon, on dit sous les yeux de son domestique. Que montre l'enquête? Le domestique était encore dans l'auberge, en train de payer la note. Ah bon, alors c'était pas sous les yeux de son domestique, finalement. Contrairement à ce qu'on a raconté. Très bien. Dans les récits qu'on voit dans les versions de cette histoire, on imagine que Benjamin s'avance vers la calèche et que le domestique suit avec les bagages
et que donc il va vraiment disparaître, notre diplomate, devant le domestique. Non, en réalité, le domestique traînait. C'était lui, il était à la caisse. Alors on dit, mais il y avait les palefreniers qui étaient occupés à atteler les chevaux. Ben, il est probable que s'ils attelaient les chevaux... Ils étaient courbés. Oui, ils n'avaient pas la tête ailleurs. Donc finalement, quand on nous raconte qu'il a disparu sous les yeux, c'est pas vraiment sous les yeux. Hein? Bon, ensuite, les jours suivants, on a retrouvé un certain nombre de choses. On a retrouvé d'abord un pantalon tout à fait anglais et qui était troué de 2 balles. La disparition est du 25. L'enquête commence le 26. C'est le 27 qu'on a trouvé le pantalon. Le surlendemain, donc. Et en même temps, on a trouvé les bagages chez un certain Auguste Schmitt. Et qu'est-ce qu'il faisait, cet Auguste Schmitt? Et qui était-il? Il n'était pas le palefrenier à l'auberge du Cygne Blanc. Bon. En plus, on a retrouvé un crâne dans la maison d'un autre employé, chez quelqu'un qui était passé brusquement de la pauvreté à l'aisance. Donc finalement, nous sommes peut-être devant une affaire extrêmement banale. Oui, un crime, ni plus ni moins. Un crime. Mais en fait, ça reste quand même s'il y a le pantalon ça reste un crime sans cadavre. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme scénario? Qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Ça veut dire donc qu'il y a des zones d'ombre. Bien sûr, il y a des zones d'ombre. Ok, on va voir ça dans un instant. Sud Radio, les clés du mystère. On est dans les grandes disparitions sans explication dans les clés du mystère, ou tout du moins sans explication rationnelle. Nous sommes en 1809, un homme a disparu, une enquête a été menée. Il demeure tout de même, Yves Lignon, quelques zones d'ombre. Oui, quelques zones d'ombre importantes. Parce que c'est vrai que l'hypothèse du meurtre est, disons, la plus vraisemblable. Mais quand même, pour qu'il y ait meurtre, il faut qu'il y ait cadavre, qu'il y ait assassin, et qu'il y ait mobile, quoique si on dit que le meurtre est passionnel, bon, c'est bien connu. Or, le mobile, là, nous avons un mobile probable. C'est cette importante somme d'argent qui a été montrée toute l'après-midi. Benjamin Basseur tournait en rond dans l'auberge, il prenait son portefeuille, il l'ouvrait, il triait des papiers. Les gens qui allaient, qui venaient, les domestiques, les autres clients, pouvaient bien voir qu'il y avait beaucoup de sous. Bon, mais les 2 Mertens et Schmitt qui ont été mis en cause, ils n'ont pas été condamnés pour un assassinat. C'est pour des affaires de recel. Voilà, parce qu'ils avaient récupéré l'argent. Et d'où tenez-vous ces bagages? On me les a donnés, mais ce sont les bagages du diplomate. Ah oui, couvrez-vous, on me les a donnés. Bon, et on n'a jamais réussi à leur en faire dire plus, même à l'autre qui s'était enrichi. Oui, j'ai gagné de l'argent. Il a presque dit j'ai gagné au loto. Alors évidemment, dans la maison de Mertens, celui qui s'était enrichi, on a trouvé un crâne. Et un crâne qui a été, mais on l'a trouvé en 1852. En 1852, c'est-à-dire 40 ans après, enfin, presque 40 ans après. Voilà. Bon. Et ce qui est triste, c'est que la sœur de Benjamin Basseur, quand on lui a montré ce crâne, elle a dit, oui, je reconnais, c'est celui de mon frère. Et elle-même, elle avait 70 ans, à cette époque-là. Dans cet ordre de grandeur. Enfin bon, de toute façon, quand bien même aurait-elle eu 32 ans. 32 ans en pleine force. C'est difficile de reconnaître quelqu'un à son crâne, oui. Donc, il n'y a pas de coupable. Et il n'y a pas de cadavre. Même si on a retrouvé aussi, je l'ai dit tout à l'heure, le pantalon qui était celui du diplomate. On en est sûr de ça? Ah oui, ça il a parfaitement été identifié avec 2 trous de balles, probablement. Mais c'est des trous déjà qui eux aussi sont bizarres. Il y a pas la roussissure autour que faisaient les balles de cette époque en traversant le tissu. Mais en fait, si on a retrouvé le pantalon, c'est bien qu'il y a un corps qui a été dépouillé. Mais malgré tout, il y a aussi le fait quand même que le choc psychologique, tous les témoins, ils ont dit, mais il a disparu brusquement, ça me gêne malgré tout, ça me gêne. Bon, il a disparu brusquement, demande de l'officier qui fait l'enquête le lendemain. Oh, vous savez, moi j'étais en train d'atteler les chevaux. Il a disparu devant vous. Ah non, moi j'étais son valet de chambre, j'étais en train de payer la note. Mais enfin, dans cette petite communauté de l'auberge, c'est quand même implanté cette idée. Brusquement, un homme a disparu. Et ça me tracasse un petit peu. Même si je pense qu'il a été assassiné,
qui l'a assassiné. Bien sûr, il a dû faire le tour de la voiture, se promenant, et là, dans l'ombre, quelqu'un l'a tué de suite, ou peut-être l'a-t-on entraîné plus loin, mais qui? Est-ce que c'est vraiment des gens de l'auberge? Est-ce que ce sont des déserteurs? Est-ce que ce sont des agents secrets français qui passaient par là? Oui, enfin, tout est possible. Tout est possible. Et c'est parce que tout est possible et que rien n'est trouvé que finalement on pense aux extraterrestres. Ben exactement, exactement. Vous le dites avant moi, parce que tout est possible comme explication de cette mort, que l'enlèvement par les extraterrestres est l'une des hypothèses. Et remarquez que cette hypothèse, quand même, elle plaît un peu plus à notre goût du merveilleux qu'un que vulgaire l'idée crime. qu'un espèce de gars planqué dans l'ombre a flanqué un coup sur la tête d'un jeune ambassadeur de Sa Majesté, parce qu'il n'avait que 25 ans quand même. C'est un peu triste, il n'avait que 25 ans. C'est sûr. Je suis persuadé qu'on va encore une fois, pendant des années, il y aura de nouveau des articles disant il a été enlevé par les extraterrestres, et ce sont ces articles qui feront au moins plaisir aux lecteurs. C'est ça, parce que c'est une belle légende, quoi. Bien sûr. Non, c'est pas une légende, c'est une belle histoire. Une belle histoire, une belle explication, Mais évidemment, il y a des cas qui sont troublants. Bien entendu. C'est ce qu'on va voir dans un instant, Yves. Alors cet après-midi, Yves Lignon, on a vu cette histoire étonnante, donc de Benjamin Bathurst, ou Bathurst, enfin. Dans votre cartable, Yves Lignon, j'imagine que vous avez quand même quelques dossiers de disparition, de cas troublants comme ça, associés à des enlèvements d'extraterrestres. Mais bien entendu. Il y a des cas. Je vous l'ai dit en commençant, les chercheurs, les spécialistes en ufologie sont partagés. Il y en a qui considèrent que l'enlèvement par les extraterrestres est un phénomène relativement fréquent. Il y en a d'autres qui vous disent qu'une personne n'a jamais été enlevée. Or, moi qui ne suis pas ufologue, justement, je suis parapsychologue, quand je vois là ce débat, qu'est-ce que j'en dis? Je dis qu'il y a quand même quelques cas, quelques témoignages qui sonnent vrais et qui sont extrêmement troublants. Il y en a au moins 2. Pour moi, là, c'est vraiment une opinion de naïf en ufologie. Très bien. Il y a ce qu'on appelle le couple Barney et Betty Hill, qui véritablement, sur une route, en voiture, ont passé un moment ailleurs. Ils auraient été extraits de leur voiture, puis revenus, ramenés dans leur voiture, comme si on avait pratiqué sur eux certains examens. D'ailleurs, dans le récit qu'ils ont fait, c'est-à-dire que eux-mêmes racontent, ils racontent, eux-mêmes témoignent. Voilà ce qui nous est arrivé. Alors, nous avons été pris pour des cobayes. Ils étaient donc dans leur voiture. Ils étaient dans leur voiture. L'ambiance est bizarre et ils s'arrêtent. Et ils ont l'impression de se trouver en salle d'opération. Et puis, un moment plus tard, ils sont de nouveau dans leur voiture. Et pourquoi est-ce qu'on les croit, eux, plus que d'autres? Mais parce que quand même, tous ces gens-là, on les interroge, y compris sous hypnose. D'ailleurs, on fait avec eux des enquêtes policières. Il y a une histoire aussi d'officiers, ou plus exactement de sous-officiers, en Amérique du Sud, qui auraient disparu pendant plusieurs jours, et ces jours manqueraient dans son existence. D'après ce qu'il dit. D'après sa montre aussi. D'après sa montre, c'est-à-dire que la montre a parlé. Voilà, enfin a parlé, oui. D'après la montre, effectivement, il lui manque du temps. D'ailleurs, les spécialistes parlent pour toutes ces affaires de temps manquant. C'est-à-dire, parlons de la montre là en question. Mais c'est simple, elle marquait l'heure et la date de la veille. Alors qu'il y avait 4 ou 5 jours qui s'étaient écoulés. Et elle fonctionnait normalement. Quand on dit la montre comme ça veut dire qu'elle a été expertisée. Bien Tout sûr. comme quand on dit les témoignages, ça veut dire qu'il y a eu une énorme enquête. Il y a eu une autour, enquête. Le bien sûr. témoignage, c'est pas moi qui vous le raconte. J'arrive pas au studio en disant tiens, là, les voisins, ils ont disparu, ils ont été enlevés par les extraterrestres, puis ils ont été ramenés Évidemment. après qu'on leur ait greffé des implants. Parce qu'il y a plusieurs dossiers sur ces affaires de personnes qui racontent donc, j'ai été aspiré, je me suis retrouvé dans une salle d'opération, et je caricature un peu, je me suis retrouvé dans une salle d'opération avec des petits hommes verts. Les gens vous racontent ça à peu près, vous riez. Bien sûr. Sauf que quand on trouve un implant qui n'a aucun rapport avec notre médecine à nous. Un implant donc électronique dans le corps. Voilà, dans le corps de ces personnes. Avec une technologie que nous on ne connaît pas. Non, on ne sait pas ce qu'il y a dans cette technologie. Il y a un implant. D'où sort-il cet implant?
Monsieur James Fillimore, pour en citer un, prendre un nom au hasard, il sort de chez lui pour aller à son bureau. Oui. Il disparaît un moment. Et puis il se retrouve avec un implant comme ça. Mais est-ce qu'on le lui a fait dans la rue ? Il y a peut-être un ami chirurgien ou... Il a peut-être un ami chirurgien, mais ça se saurait, l'enquête le montrerait. Oui. Et encore une fois, Emmanuel, les enquêtes sont d'un sérieux Oui. dont nous n'arrivons pas à donner une idée Oui. en parlant comme ça, en 2 mots. Oui. Ce qu'on sait, c'est que, sérieusement, on se pose la question, quoi. Bien sûr. Quand vous dites, bon, et ce monsieur Fillimore que j'ai pris comme exemple, ce monsieur Fillimore, est-ce qu'il n'a pas un ami chirurgien ? Mais, pardonnez-moi, c'est une question naïve. Mais bien sûr. Vous n'imaginez pas que les enquêteurs ne la sont pas posés bien avant vous. Non, mais bien Ils sûr, ont tout vérifié. mais moi, je me la pose quand même. Bon, Oui. Non, mais il faudrait pas faire du scepticisme outrancier. Oui, d'accord. Moi, voyez, mon opinion. Mais c'est extraordinaire. Et là, mon opinion de scientifique extérieur, sans être ufologue, Oui. et c'est que vraiment, tous ces récits, Oui. étant donné tout ce qu'on sait sur eux, il y a un médecin qui est décédé accidentellement, le docteur John Mack, qui s'y est beaucoup intéressé. C'était un psychiatre universitaire aux États-Unis. Bon, tous ces récits méritent qu'on s'y intéresse. Qu'on s'y intéresse en les prenant au sérieux, non pas en plaisantant comme nous l'avons un peu fait, Oui. et en se demandant ce qu'il y a derrière. C'est pas possible. Moi, je suis pas d'accord, si vous voulez, avec ceux qui disent, comme donc mon ami l'ingénieur chimiste, la question de l'enlèvement par les extraterrestres ne se pose pas. Et pourtant, il est ufologue, lui. Oui. Moi, je dis la question de quel est le sens de tous ces récits convergents. Alors ça, oui, en voilà une qu'elle est bonne. Et évidemment, Yves, rassurez-nous, on fera une émission évidemment sur les ovnis, les extraterrestres, les disparitions, les implants, etc. Dans un avenir assez proche. Bon, les auditeurs me la demandent, Oui. mais ça, il me faut la préparer. C'est pas ma spécialité. Ça Allez. m'intéresse beaucoup. Yves Lignon, bonne nouvelle, on vous laisse du temps. Allez, on vous embrasse, on vous souhaite de passer évidemment une belle après-midi. On se retrouvera demain à partir de 13h30 et jusqu'à 14h avec une autre histoire extraordinaire et étrange dans les clés du mystère. Je vous rappelle que cette émission est podcastable sur le site internet sudradio.fr. À demain, bye bye. 13h30, 14h30. Les clés du mystère sur Sud Radio.